Bonsoir les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituant 91 et ce soir nous allons parler écriture inclusive, une déclaration de guerre au genre humain et des ferments de division dans notre lutte de libération du peuple. Nous rencontrons ce soir Monsieur Arnaud Aron Upinski. Bonjour. Merci de votre temps. Merci également. Donc, on va travailler sur le contrôle du langage qui implique en fait le contrôle de notre perception des choses et donc finalement de la manipulation des idées. Quand on contrôle le langage ou qu'on tente de le contrôler, le langage, donc l'écriture inclusive, c'est une tentative de manipulation de nos cerveaux. C'est bien ça? On est bon? Écoutez, si vous voulez que je précise, c'est que de toute façon, quand nous pensons à travers un langage qui est porteur de la communication, de la représentation et donc de l'action. Donc c'est comme dans un logiciel, c'est le pilotage, le langage, c'est le pilotage de la pensée et donc de l'action. Donc si quelqu'un prend le contrôle du langage, il prend le contrôle de votre logiciel et donc d'autres actions. Alors, on va commencer par le plan. Donc, la première partie sera une introduction. Qui êtes-vous, Monsieur Upinski? La première grosse partie sera l'origine historique de l'écriture inclusive, avec une origine anglaise d'ailleurs, anglo-saxonne, avec plusieurs sous-parties. La Révolution de 1789, la langue d'Orwell, le féminisme à la française, le féminisme à l'anglaise, le gender, le politiquement correct, le politically correct américain et le féminisme actuel. Tout ça ont forgé en fait l'avènement de l'écriture inclusive. Ça sera la fin de la première partie. La deuxième partie sera qu'est-ce que l'écriture inclusive? Donc c'est une écriture qui prétend lutter contre l'oppression des hommes à l'égard des femmes, l'égalité des sexes dans l'écriture. Et la troisième partie sera comment l'écriture inclusive se retrouve dans les Gilets jaunes, et en particulier au niveau de l'Assemblée des Assemblées à Saint-Nazaire et à Montpellier, dans les comptes rendus, enfin dans les textes finaux. Donc on parlera, en fait, on aura une approche de réflexion sur l'utilisation de cette écriture inclusive qui n'est pas anodine. Voilà. Alors, nous allons commencer tout simplement par la présentation. Qui êtes-vous, Monsieur Upinski? Quel est votre cursus et qui êtes-vous? Bon, pour faire très court, je suis mathématicien, épistémologue et linguiste, c'est-à-dire que, expert en système logique, historien des sciences, mais tout mon travail est basé sur le langage, sur ses différentes phases, littéraires, mathématiques, scientifiques et même artistiques. Donc c'est mon combat est tout centré sur le rétablissement de 2 plus 2 égale 4 en mathématiques, en littérature et en politique. D'accord. La première partie, l'origine historique de l'écriture inclusive. Et vous faites remonter ça à la Révolution de 1789, du basculement du réalisme au nominalisme. Alors, sous l'Ancien Régime, c'était le réalisme, et puis on a basculé avec la Révolution de 1789 au nominalisme. Alors, qu'est-ce que sont ces notions, et puis en quoi a consisté ce basculement? Alors, toute l'histoire du langage rend compte de ce que je vais vous dire. C'est-à-dire qu'il faudrait remonter au grec, au sophisme, tout ce qui a été fait précédemment. Mais le grand moment, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, la Révolution franglaise de 1789. C'est-à-dire que jusqu'à la Révolution, c'était la chose qui dictait le nom. Et après la Révolution, ce sont les noms qui font les choses. Alors, la grande illustration, c'est la monnaie. C'est-à-dire que jusqu'à la Révolution, vous aviez dans votre poche des louis, vous aviez de l'or. Des louis d'or. Des louis d'or. Donc vous aviez quelque chose de concret. De tangible. Et à la Révolution, l'invention, c'est de dire au fond, c'est très gênant d'avoir de l'or, il vaut mieux faire des assignats, c'est-à-dire qu'on marque le prix sur le papier, et le papier va indiquer la valeur. Donc d'abord, c'était la valeur réelle, l'or, qui faisait le nom, tant de louis, et après, c'est le nom qui impose sa loi. Et c'est ce qui fait le grand basculement de la Révolution, c'est qu'à partir de la Révolution, ce sont les noms qui s'imposent aux choses,
Et c'est toute l'histoire de la Révolution. On passe du réalisme, c'est-à-dire la réalité qui impose sa loi à l'esprit, au nominalisme, c'est le nom qui fait la valeur, et nous le voyons actuellement avec la finance, c'est, disons que la création ex nihilo, qui a été étudiée par ailleurs, de la monnaie. Donc avant, la chose faisait le signe, Oui. et à partir de la révolution de 1789, que vous appelez la révolution franco-anglaise, Anglaise, c'est-à-dire qu'effectivement, le système, il n'y a pas de système révolution française, c'est le copier-coller des révolutions anglaises avec la prise de contrôle du logiciel français par l'Angleterre. par la bourgeoisie. Et l'illustration aussi à l'or, évidemment, l'or, on passe de l'or au papier, et après à l'électronique, après c'est une simple écriture. L'État peut prendre l'argent comme il veut, là où il veut. Mais une deuxième illustration, c'est la nation. C'est-à-dire que l'article 3 des droits de l'homme indique le principe de la souveraineté réside dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer l'autorité qu'il en émane expressément. Ça veut dire qu'il y a un nom qui a la monarchie absolue, le pouvoir absolu, c'est le mot nation. C'est la nation qui distribue toute l'autorité. Et donc, ce sont ceux qui contrôlent le mot nation qui ont le pouvoir absolu. Autrefois, c'était au nom du roi, si je peux dire, et là ça devient au nom de la loi. Donc l'état de droit, c'est l'état dans lequel ce sont les légistes qui font ce qu'ils veulent, qui ont le pouvoir absolu. D'accord. Deuxième sous-partie, la langue d'Orwell. Alors, ce que je vous dis pourrait paraître hallucinant, c'est-à-dire que le sujet, c'est que les noms font l'inverse de ce qu'elles disent. Bon, l'illustration de cette inversion, c'est effectivement que la révolution, c'est la dépossession du pouvoir par le peuple au nom du peuple. Donc c'est un langage qui fait l'inverse de ce qu'il dit. Alors, ce qui est attesté historiquement, c'est la Harpe d'abord, l'académicien français, qui a décrit le langage révolutionnaire qu'il avait sous les yeux, puisqu'il l'écrit au moment de la terreur, après la chute de Robespierre, c'est qu'il dit la langue révolutionnaire, c'est la langue qui appelle vertu ce qu'est le vice. Donc ça, c'est la première attestation du langage de la révolution, qui met le langage, j'allais dire, cul par-dessus tête. Mais la deuxième attestation, qui est plus connue actuellement, puisque je pense que j'ai ressuscité la Harpe qui avait été oubliée, c'est Orwell. Orwell a bien indiqué, en se basant sur les régimes totalitaires, en particulier soviétiques, qu'il a résumé sur 3 principes cette langue orwellienne, qui est quand même connue maintenant, notamment parmi les Gilets jaunes. C'est la guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, et l'ignorance, c'est la force. Donc la langue orwellienne que nous voyons tous les jours, les paysans disaient récemment, nous avons voté pour Macron parce qu'il nous avait promis certaines choses, maintenant nous voyons qu'il fait l'inverse. Et tout le monde sait maintenant que les gouvernements font l'inverse de ce qu'ils avaient tout compris. C'est ça, pour le faire court, la langue d'Orwell. D'accord. Donc ça, c'était la deuxième partie. Et on arrive au féminisme, à la notion de féminisme à la française, féminisme de l'amour, la valorisation de la femme. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Alors maintenant, donc, nous avons une dépossession de notre intelligence et notre langage progressive. Et dans le langage d'Orwell, nous sommes contrôlés par 3 mots maintenant. Orwell, c'était la guerre, la liberté et l'ignorance. Nous, c'est liberté, égalité, fraternité. Et au nom de la liberté et de l'égalité, maintenant, nous avons un féminisme qui s'attaque à une partie de la langue française, qui est le genre humain. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'il y a un genre en français, mais il n'y a pas véritablement de genre en anglais. C'est-à-dire que la langue française est précise, elle est extrêmement féministe, c'est la langue de l'amour, c'est une langue parfaite, c'est en tout cas la langue de la haute intelligence de notre culture. Maintenant, et de la diplomatie. Et de la diplomatie, parce qu'elle est précise. Je pense notamment à la fameuse formule Occupied Territories, que les Anglais ne peuvent pas traduire. C'était est-ce que ce sont des territoires occupés ou les territoires occupés, la fameuse formule de la diplomatie. Et en fait, maintenant, disons que au nom de la liberté et de l'égalité, donc les 3 principes orwelliens, liberté, égalité, fraternité, disons que ce qu'on appelle le féminisme, avec évidemment le Haut Conseil à l'égalité, prétend égaliser les sexes dans la langue et en fait va détruire totalement le genre humain, qui est le genre humain, c'est j'allais dire le genre supérieur, mais qui a 2 espèces, peut-on dire, il y a l'homme et la femme. Complémentaires. C'est même plus complémentaire, ils sont faits pour s'unir. Il suffit de regarder la morphologie pour voir qu'il n'y a pas l'homme d'un côté et la femme, ils ne sont jamais aussi heureux que quand ils sont unis. C'est pour ça qu'on est là, parce qu'on a papa et maman. Voilà. Et pas parent 1, parent 2. Voilà. Et puis, et si les hommes sont le produit des femmes, donc ce qui est très intéressant, c'est de voir que, au nom, comme le disait la Harpe et comme le dit Orwell, au nom de finalement
soi-disant la libération de la femme, l'égalité, on va arriver à exactement l'inverse, c'est-à-dire à une guerre faite au genre humain, donc détruire le genre humain au lieu de les libérer et d'arriver, si on peut dire, à sa destruction. Mais là, c'est le féminisme anglo-saxon qui est un féminisme beaucoup plus teigneux. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme et la femme sont différents. Alors, nous allons voir qu'évidemment, le féminisme actuellement, l'écriture inclusive nie la nature humaine, donc c'est l'ennemi du genre humain, puisque je vous montrerai les textes, c'est la négation de la nature humaine, mais il faut savoir que l'histoire des relations entre les femmes ne commence pas aujourd'hui. Et là, entre les femmes et les hommes. Entre les femmes et les hommes. Et simplement ce livre, alors, cette littérature, on le voit pas assez, que je considérais un peu comme secondaire, voire un peu vulgaire, c'est-à-dire disons que les histoires d'amour de l'histoire de France, qui est de Guy Breton, il y a toute une collection et qui montre évidemment en fait comment les femmes étaient, disons, au cœur, au nerf des grandes décisions et comment elles n'ont pas été du tout ignorées dans l'histoire de France et dans l'histoire en général. Elles ont le rôle déterminant d'ailleurs. Comme le disait tout à l'heure une jeune femme qui était là, c'est l'homme qui porte l'autorité, mais c'est la femme qui joue avec cette autorité. Bon. Et c'est très intéressant. Avec ses qualités propres. Et le véritable pouvoir, c'est pas vous que j'apprendrai, le principe est occulte, si je peux dire. Le véritable pouvoir ne se montre pas. Et si on prend cette base, c'est le véritable pouvoir, c'est la femme. Bon, même si ce n'est pas toujours vrai. Et c'est extrêmement intéressant, j'invite les auditeurs à lire, de voir exactement comment la femme agit, comment elle est essentielle. De toute façon, elle est essentielle parce qu'elle est ou mère, ou épouse, ou maîtresse, ou associative. Elle est partout, si vous voulez, elle a son raison. Bon. Mais alors excusez-moi, monsieur Lipinski, mais la différence entre le féminisme à la française, qui est plus dans la valorisation de la femme, et le féminisme à l'anglaise, qui est plus imprégné de puritanisme, où c'est peut-être le Mayflower, où les femmes se cachaient aussi, enfin, elles avaient des collerettes, des trucs, etc. Pour faire court, de même que j'ai cité ce livre, je ne pourrais pas aller trop loin dans les détails techniques, mais par rapport à ce que vous dites, il faut savoir que il y a en gros le bon féminisme comme le cholestérol et le mauvais. Le bon, c'est le français, le mauvais, c'est l'anglo-saxon. Et dans l'histoire du féminisme, si on emploie ce néologisme, tout commence en France, après Henri IV. Henri IV, c'était à la cour, parce qu'il faut savoir que le français, c'est la langue du roi. Quand l'Académie française dit que c'est la langue populaire, ce n'est pas vrai. La langue populaire, la langue française, c'est une langue royale. C'est une langue de la haute intelligence. C'est ce qu'a pu faire la royauté, c'est qu'elle a élevé le patois, on peut dire le langage de l'Île-de-France, qui était le francien, comme certains l'appellent, jusqu'à l'orléanais, et elle en a fait une langue universelle. Donc c'était un travail de l'intelligence auquel tous les corps, je veux dire, intellectuels du royaume ont participé et ont fait cette langue extraordinaire. Il faut quand même le dire. Mais justement, cette langue, il a fallu la faire. Et après Henri IV, la cour d'Henri IV était une cour tout à fait rustre. Et donc les femmes ont pris les choses en main. C'est le féminisme à la française. Ça s'appelle les précieuses. Et Molière en a parlé, les précieuses ridicules, les femmes savantes, etc. Mais elles ont humanisé la langue. C'est-à-dire que la langue française, c'est le mariage heureux entre les précieuses et le classicisme. Donc c'est un mariage qui a donné cette réussite extraordinaire, et c'est un contresens, un mensonge absolu, lorsqu'il est dit que la langue française a été masculinisée au XIXe siècle. C'est absolument faux. Personne ne s'en est aperçu à l'époque. Il y a eu un débat entre la cour et les grammairiens, mais ce qui est très important, c'est de voir que ces précieuses étaient dictées par l'amour de la langue, la beauté, l'amour de l'homme, le mariage, l'union entre les hommes et les femmes. Tandis que le féminisme anglo-saxon est un féminisme de haine de l'homme, on le voit aux États-Unis, il faut presque faire un contrat quand on sort avec une femme, la haine de la langue, parce que d'ailleurs l'écriture inclusive, elle n'est absolument pas masculine, elle est mécanique, elle est laide, elle est tideuse, elle est bête. L'écriture inclusive, c'est le contraire de l'esprit féminin. C'est-à-dire que les féministes sont j'allais dire, d'une certaine manière, des hommes manqués. Elles n'ont aucune qualité des femmes qui sont conciliatrices, qui jouent de certaine manière, qui ont l'harmonie. Et donc, on a une fragilité intrinsèque des féministes mode anglo-saxonne qui sont actuellement copiés-collés dans le féminisme d'État. Parce que nous sommes confrontés à un féminisme d'État. C'est-à-dire que c'est une volonté politique imposée par des hommes, d'ailleurs, puisqu'elles sont manipulées, si je peux dire. Et il y a, voilà, donc ça, bien distingué, le féminisme à la française qui a donné cette belle langue française, harmonieuse, douce,
ronde, et puis le féminisme anglais qui donne cette écriture pointue, mécanique, et qui est l'ennemi du genre humain parce qu'elle impose la ségrégation entre les hommes et les femmes. C'est une langue de marchand de toute façon. L'anglais est une langue utilitaire et une langue de marchand. Oui, c'est une langue qui sépare les hommes et les femmes. Ce sont les clubs anglais qui n'ont rien à voir avec les salons à la française. Quand vous savez que la langue française s'est faite dans les salons, il y avait des femmes. C'est-à-dire qui dirigeait les salons? C'était mixte. Ben, évidemment, enfin, le mixte c'est un mot d'anglais, mais c'était commun. C'est-à-dire que c'était dans les salons, notamment de Madame de Rambouillet. Et après, qu'est-ce qui dirigeait les salons au XVIIIe siècle? Ce sont les femmes, à tel point que Madame Vigée-Lebrun, qui était peintre de Marie-Antoinette, a dit, en parlant d'avant la Révolution, elle disait les femmes régnaient, la Révolution les a détrônées. C'est-à-dire que la Révolution a chassé les femmes de ces salons où elles dirigeaient la pensée. Les salons littéraires étaient dirigés par les femmes. Et en fait, les formules de grammaire ont été faites comment? Elles ont été faites dans les salons, à l'oral, et on ne sait pas qui les a faites, parce qu'elles ont été faites, on sait qui a noté les règles de grammaire, mais pas qui les a faites, parce que c'était une œuvre collective. C'est-à-dire que c'était en discutant que la langue française a été arrondie, peaufinée, faite dans les salons, et avec trois parties. Il y avait la cour qui donnait le ton, mais il y avait exactement les personnalités importantes, il y avait le Parlement qui a joué, et les grands écrivains. Donc c'était une œuvre, comme l'œuvre des Gilets jaunes, si je peux dire, comme nous devons l'espérer, qui était faite en commun. Donc c'est un mensonge absolu de prétendre que d'attaquer la langue française, de l'incriminer de masculinité, c'est absolument faux, et c'est une manipulation, c'est une fausse nouvelle, c'est une abomination, parce que la langue inclusive fait le contraire de ce qu'elle prétend, c'est-à-dire qu'elle exclut la féminité et la femme de la langue pour la ravaler, à la masculiniser au pire sens du terme. Juste pour revenir par rapport à l'organisation des salons dans l'Empire anglais, on est au XVIIIe siècle, c'est ça, il y a les salons en France, il y a aussi des salons en Angleterre, mais c'est pas mixte, disons que la tradition, si vous voulez, quand il y a un fameux voyageur anglais qui arrive en France, il dit c'est extraordinaire comme en France, la femme rend la vie policée agréable. La femme, c'est la qualité de la vie, mais la qualité de la vie à la française. C'est-à-dire que ce sont les femmes qui étaient omniprésentes, disons au XVIIIe siècle, au XVIIe et XVIIIe siècle, et c'est elles qui, justement, faisaient ce mariage entre le yin et le yang, pour parler un petit peu comme les Coréens, et qui sont inséparables. C'est-à-dire que selon le fameux symbole coréen, il y a le masculin dans le féminin dans le masculin, mais ce qui fait l'intégralité, c'est le cercle qui les réunit d'une manière efficace. Tandis que maintenant, c'est la guerre des sexes qui nous vient des pays anglo-saxons, et ce n'est pas par hasard, parce que pour détruire un peuple, il faut détruire sa langue et sa sexualité. Et là, avec l'écriture inclusive, ils détruisent la langue et la sexualité, et ils créent le conflit. Et dans les conflits qu'il y a actuellement, c'est la résultante de cette incompréhension entre l'homme et la femme qui est programmée. Des conflits horizontaux, toujours diviser les pauvres diviser pour régner, voilà. Pour mieux régner, voilà. Histoire que l'oligarchie continue. C'est-à-dire que la fameuse formule qu'il ne faut jamais oublier de Mao, c'est la libération de la femme pour la production. C'est-à-dire que l'idée ultralibérale, c'est d'en avoir deux pour le prix d'un. C'est amener la femme à travailler le dimanche, à travailler en soirée, être aussi esclave que l'homme. La femme a 3 métiers maintenant, au moins 3. Donc, si vous voulez, la fameuse libération de la femme, on a fait, un animal de trait actuellement. Parce qu'on vous met en avant des métiers imbéciles. C'est pas parce qu'un homme a un métier imbécile qu'il devient intelligent si c'est une femme qui l'exerce. Le salariat, qui a été en bonne partie d'ailleurs bien critiqué par Marx, c'est quoi? C'est finalement de faire de l'homme une bête de somme. Alors maintenant, on dit la libération... Oui, c'est la réification de l'homme. L'homme est une chose, c'est un animal. Maintenant, c'est la femme qui devient aussi un animal. C'est un nivellement par le bas, en fait. Ce féminisme-là, libéral... C'est un écrasement. C'est un nivellement par le bas. Et d'ailleurs, ça amène la femme, puisqu'elle fait des métiers d'homme, à prendre un comportement d'homme. Le problème, c'est pas la libération, c'est pas que la femme ait des métiers d'homme, puisqu'un métier d'homme imbécile n'est pas plus intelligent quand c'est la femme qui l'exerce. La question, c'est le modèle féminin. Qu'est-ce qui permet à la femme de s'accomplir? Et je suis désolé, la femme, je veux dire la femme, eh bien, c'est la famille qui lui permet. Mais la famille n'est pas réduite, comme l'ont dit certains, à faire la vaisselle. Et bien entendu, il y a des femmes qui font la vaisselle, mais il y a aussi des hommes qui vident les poubelles. Mais on ne va pas dire que l'homme, c'est quelqu'un qui vide les poubelles. Il y a des hommes qui vident les poubelles, mais la femme était maîtresse de maison. C'est-à-dire que si on prend le modèle basique, qui était le modèle paysan, qui est en train d'être exterminé maintenant par l'ultralibéralisme, en faisant des prix de vente qui sont inférieurs au prix de revient, c'est quand même incroyable. La destruction du paysan, c'est la destruction du pays. Et le modèle qui nous représente mieux l'accomplissement de la femme, c'était le modèle paysan dans lequel l'homme, c'était le ministre des Affaires extérieures, si je peux dire, bien
rien, l'extérieur, il s'occupait. Et la femme était maîtresse de maison, c'est-à-dire qu'elle avait du personnel, c'était une PME. Donc prétendre que la femme faisait la vaisselle, c'est stupide. Et en plus, suivant les âges, il y avait un roulement. Alors, il y avait les ouvriers la femme commandait des paysans hommes. et les valets de ferme, ce qu'on appelait les valets de ferme. Les femmes commandaient à des hommes, elles ont toujours commandé à des hommes, mais ça dépendait. Les femmes commandaient des hommes, les hommes commandent. C'est mélangé, si vous voulez. Donc, cette espèce de réductionnisme et cette caricature traduit bien une volonté d'oppression. C'est-à-dire que les féministes sont des tyrans déguisés aux ordres d'hommes qui les commandent d'ailleurs, parce que le féminisme a été notamment orienté, enfin, il a été promulgué d'une part par des hommes, mais au service des intérêts anglo-saxons. Parce que ce qu'ils veulent détruire, c'est le modèle français. Il ne faut jamais oublier... Des intérêts oligarchiques. On parle de la même chose. On peut pas dire oui, mais je veux dire, c'est l'empire anglo-saxon, c'est l'idéologie anglo-saxonne, commerçante, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire que le modèle français est un modèle de beau, de création, la bonne cuisine, l'art de vivre, la galanterie, la courtoisie. C'est le modèle français. La drague à la française. Bon, si vous voulez, bon. Tandis que le modèle anglo-saxon, je ne vais pas le décrire, tout le monde le connaît, c'est la mauvaise cuisine, la mauvaise ville, il n'y a pas d'art de vivre, il n'y a pas d'architecture, c'est de la copier-coller, c'est le commerçant qui transporte d'un lieu à un autre. Et donc, les Anglais détestent la France, on l'oublie. Ce qu'ils appellent le French bashing, c'est comme par hasard. C'est le discrédit de la France parce qu'ils sont jaloux, ils sont haineux. Et le féminisme, c'est la haine de l'homme, c'est la haine de l'harmonie entre l'homme et la femme. Effectivement, ça nous amène, on a la différence, on a la drague à la française et de l'autre côté, on a le quickie américain ou l'escorte. Voilà, alors, je dirais plutôt que la drague, je dirais c'est l'idée de faire la cour, voilà. C'est cette idée d'harmonie. Vous aviez eu quand même le roman courtois, vous avez eu la chevalerie, ça sont des valeurs à la française, tandis que les Anglais c'est l'efficacité, alors que les Français par exemple provoquaient les Anglais pour se battre à la loyale, eux ils sortaient leurs arcs et ils tuaient les gens à distance, c'est Crécy à Zincourt. On va passer maintenant au gender. Vous vouliez parler du gender, toujours dans cette démarche de lutte contre l'oppression des femmes par les hommes et pour l'égalité. On arrive sur le gender, on peut choisir son sexe, on n'est ni homme ni femme. Alors je vais vous donner deux clés. C'est-à-dire que pour comprendre ce que je vous dis, et qui est bien connu, il faut comprendre que ce que Macron appelait l'agenda caché, c'est que nos dirigeants nous font la cour, pour prendre le terme extérieur, nous racontant de belles histoires, ma belle, je vais te rendre heureuse, et après on se retrouve faire le tapin sur le trottoir. Et la femme se dit, comment se fait-il ? Il me parlait d'amour, et je me retrouve sur le trottoir. C'est ça la politique actuelle. Or, les maîtres actuellement, les donneurs d'ordre, ce sont les anglo-saxons. Donc il faut toujours chercher la source de nos malheurs. Les banquiers anglo-saxons. Chez la banque est bien anglo-saxonne, si j'ai bien compris. Vous prenez New York et la City, ce sont quand même les deux places notoirement connues. C'est juste pour être sûr. Et donc l'idée de base, c'est de chercher l'origine. Alors vous aviez parlé tout à l'heure du politiquement correct. Le mot français, c'est politically correct. C'est-à-dire que tous les concepts sont faits dans les laboratoires anglo-saxons, et après vous avez leurs esclaves dirigeants en France, nous imposent la loi de leurs maîtres qui font qu'ils ont été au pouvoir. Alors le politiquement correct, ce sont des boîtes dans lesquelles on vous met, c'est la morale, c'est l'évangile actuel. C'est très puritain, hein, le politiquement correct. Oui, c'est-à-dire... On s'interdit certains mots parce que ça pourrait offenser, etc. Oui, donc c'est une réduction du champ de la pensée. Les puritains sont ceux qui ont exterminé les Indiens, vous aviez la Bible d'un côté, et de l'autre côté vous avez... C'est les pires des hypocrites. Ouais, c'est les pires des hypocrites. Les hommes naissent égaux, Colt les rend... les hommes naissent égaux, rendent les héros. Bon, mais ce qu'il faut comprendre pour l'écriture inclusive, ce qui est très important, c'est qu'il faut traduire, voir quelle est l'origine anglaise. Écriture inclusive, c'est le copier-coller de inclusive writing. Donc c'est bien les esclaves qui traduisent dans leur dialecte. Mais, pour rapport au genre, vous avez le gender language, donc l'écriture inclusive est un sous-produit du gender language, et vous avez le neutral language. Neutral language, c'est synonyme. C'est-à-dire que, d'ailleurs, pour ne pas oublier, j'invite à lire cet excellent livre qui donnera des détails et qui apporte bien une preuve que tout ce qui est dit, la base d'oppression des hommes par les femmes, des femmes par les hommes, pardon. Excusez-moi, voilà, juste pour la 4e de couverture. Voilà, on est bon les amis. Qui est très nuancé d'ailleurs, mais qui rétablit la vérité sur les mensonges. Les fausses nouvelles féministes d'État. C'est un mensonge d'État. Et donc, ce qu'il faut bien, c'est voir qu'il y a plusieurs étages. Au premier étage, c'est la non-discrimination, la prétendue non-discrimination, puisque l'écriture inclusive est une discrimination.
c'est bien ce qu'a établi l'Académie, c'est une ségrégation. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Donc c'est bien une ségrégation. Avant, vous avez l'union, par exemple, quand vous dites mon père et ma mère furent heureux, eh bien, ils sont unis par rapport au heureux. Si vous dites heureux, IES, vous avez une ségrégation, vous dites attention, il y a d'un côté une femme, de l'autre côté un homme, et ils doivent être séparés par le point médian. Mais attendez, monsieur Lipinski, là je comprends pas. Ils nous vendent l'écriture inclusive comme un moyen d'égalitarisme et de résistance à l'oppression contre les femmes. Et vous nous dites que là, finalement, c'est la ségrégation, et c'est forcer la ségrégation. Et oui, parce que le propre de l'écriture aurelienne, c'est de vous dire une chose et de faire l'inverse. Donc on vous dit, si vous voulez, que ça va être l'égalité, mais en fait, ça soumet la femme au modèle masculin. Donc c'est une infériorisation de la femme. Quand vous dites présidente, par exemple, qu'est-ce qui a fait les modèles? Je prends le juge, j'ai vu tout à l'heure que le président de la Cour de cassation, le premier président Louvel, a bien repris ce que je lui avais dit, ce qui avait été dit dans la lettre que j'invite à lire, c'est réponse de l'Académie française à la saisine de la Cour de cassation du 20 avril 2017, c'est que la figure du juge est masculine. D'accord. Il n'y a aucune figure dans l'histoire de juge masculin. Donc celui qui a fait ce qu'on appelle l'archétype du juge, c'est l'homme. Donc il y a des métiers masculins, je prends par exemple le guerrier. Donc ok, c'est juste pour revenir, le juge a toujours été dans l'histoire masculin, et oui, jamais féminin. C'est lui qui a fait la figure. Parce que voilà, il ne suffit pas d'occuper le poste, il faut avoir créé le modèle. Or, le juge, ce n'est pas une qualité féminine. La femme a des qualités féminines, il y a eu par exemple des corsaires, par exemple, vous prenez les femmes corsaires. Il y a eu des femmes corsaires, elles sont capables d'être corsaires, elles sont capables d'être soldats, mais elles ne le sont pas d'elles-mêmes. Elles étaient corsaires lorsque leur mari ou leur amant avait été corsaire. Donc c'est l'histoire de la régence. La femme prend la place du roi quand il n'est pas là, elle est capable de le faire, mais la nature des choses, comme il a été dit tout à l'heure, c'est que la femme joue avec l'autorité, mais elle n'apparaît pas comme l'autorité de frontale. Bon, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Le jeu de l'homme et de la femme, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est toute la littérature du monde entier qui en témoigne. Et ce que veulent, je pense à ce que vous dites, l'égalité, c'est que le féminisme détruit la spécificité féminine. Donc elle détruit ses atouts majeurs, qui sont des atouts de séduction, d'intuition, d'influence. Personne n'est aussi capable qu'une femme de gérer 1000 choses à la fois. L'homme n'est pas capable. C'est pour ça que le mot gestion vient de... le management vient du mot français ménage. Le management vient de ménage. Mais ils nous prennent tout, oui, parce que c'est l'art de faire le ménage. Et de gérer le ménage. Et oui, de gérer le ménage, parce que le ménage, la femme doit faire 1000 choses. Elle est à la fois médecin, conseillère conjugale, infirmière, elle fait la cuisine, elle fait tout. Ah, décoratrice, elle fait un plan de développement, elle est obligée de le savoir. Donc, les qualités de la femme dans cet environnement sont exceptionnelles et l'homme n'est pas capable. Donc, si vous voulez, l'idée a fait la création, si je peux dire, de l'homme et de la femme fait que l'homme a son génie, la femme a son génie, et c'est tous les deux ensemble, par l'union des deux, qu'ils arrivent au 7e siècle. On est riche de nos différences et il faut les maintenir, ces différences. C'est bien ça. Hein. Mais c'est pas qu'il faut les... Enfin, il faut surtout... Et la destruction... Si on veut avoir un futur. Dans ce document que quand même je vais vous montrer, qui est capital, qui est vraiment le plan d'extermination du genre humain fait par le Haut Commissariat d'égalité dont vous parlez. Si vous pouvez juste monter un petit peu. Alors, c'est le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Femmes et les hommes, c'est la femme qui est devant. Attendez, on va essayer de voir. Femmes-hommes. Voilà, entre les femmes et les hommes. Donc ça, c'est le gouvernement. Hein. Ça, c'est le plan d'extermination du genre humain, au sens du gender humain. Alors, expliquez-nous quel est le rapport. Alors, c'est tout à fait hallucinant. Non, mais c'est un document d'un totalitarisme inimaginable. C'est-à-dire ce document vise à détruire ce qui est universel dans tous les peuples, et en plus spécifiquement encore dans notre civilisation. Je cite, guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe. Je vais au plus court. Ce qu'ils appellent stéréotype de texte et de sexe, je vais vous dire comment ils le présentent dans ces pages. Alors d'abord, je vais vous dire, ils parlent d'égalité, mais tout de suite, vous voyez que les deux personnes qui dirigent sont deux femmes. Alors, qui vous dit que c'est des femmes déjà? C'est parce qu'il y a un nœud. Ah, présidente... Ok, rapporteur. Puisque chacun choisit son sexe maintenant. D'accord. Ok. Non, on est bon là. Donc déjà, vous avez un double langage et un mensonge. On prétend qu'il y a l'égalité, il n'y a pas. Quand vous prenez la loi bioéthique,
c'est 3 femmes qui sont à la tête. Donc, mais derrière, il y a quand même des hommes, des craintes. Mais Il y a surtout des gros lobbies pharmaceutiques. alors, ce que vous avez ici, c'est une demande inscrite dans les textes. Alors déjà, vous avez, puisque vous vous intéressiez au texte, vous avez le niveau international, vous avez au niveau européen, au niveau de l'État, au niveau des... Donc vous avez vraiment un système totalitaire, puisque l'Académie l'a d'ailleurs exprimé, il n'appartient pas au pouvoir de changer la langue. C'est-à-dire que la langue du roi n'était pas faite par le roi. Ça a été fait vraiment, c'est une œuvre collective faite avec les meilleurs éléments du pays. Du cerveau collectif, en fait, de l'intelligence collective. Alors, on peut le dire comme ça. Le roi Mais là, ça vient de la Commission européenne, donc niveau cerveau collectif et intelligence collective, on est limité voilà, quand même. donc on est dans un système totalitaire, ce que le roi ne pouvait pas faire, maintenant n'importe quel fonctionnaire aux ordres de l'Empire anglo-saxon le fait. De Bruxelles, donc. Hein. Alors, quelques définitions. Ce qu'ils appellent, c'est que les stéréotypes de sexe sont des représentations schématiques et globalisantes qui attribuent des caractéristiques supposées naturelles aux filles et aux garçons, aux hommes et aux femmes, etc., sous-entendu par nature. C'est-à-dire qu'on vous dit, par exemple, dire que les femmes sont douces et que les hommes sont une figure d'autorité, pour eux, ce sont des stéréotypes qui ne correspondent à rien. Il suffit de se promener dans la rue pour voir l'inverse. Ensuite, ils vous disent, les stéréotypes de sexe font passer pour naturel et normal des rôles et des sexes différents. Ils disent, dire que les femmes s'occupent des enfants et que les hommes, disons, s'occupent des affaires extérieures, c'est encore un stéréotype qui n'a rien de naturel. Et enfin, ils vous disent, les rôles de sexe sont une mise en pratique du genre. Là, ils inversent par rapport à ce que vous dites, c'est que c'est le sexe qui donne le genre et pas le genre qui donne le sexe. Donc, c'est l'inversion du langage. Là, c'est ce que vous nous aviez expliqué par rapport à la Révolution de 1789. C'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est le nom qui va faire la chose. En fait, le nom, le genre, est donné par rapport à la réalité du sexe. C'est La réalité biologique. Mais biologique, c'est-à-dire que quand il y a un enfant qui naît, bon, eh ben on voit qu'il y a un sexe, il est du genre masculin. Ben voilà. Bon. Et alors après, ce qu'ils disent, effectivement, c'est que ce genre est une construction et pas une réalité. Donc l'inversion qu'ils font, c'est qu'ils prétendent que la sexualité, l'homme et la femme, le genre masculin-féminin, tout ça sont des constructions intellectuelles, culturelles, qui changent selon les pays. Alors que c'est universel. Alors, à la limite, on pourrait, c'est comme certains régimes dictatoriaux, au début ça a l'air gentil, vous disent on va faire le tout heureux, mais ce qui est dramatique, c'est qu'on arrive à ce que font tous les régimes totalitaires, c'est l'élimination. Ah, il y a la liste là, il y a la liste à éliminer. Là. Les 10 recommandations pour une communication publique sans stéréotype de sexe. Premièrement, éliminer toute expression sexiste. Et éliminer. Quand on entend éliminer, déjà, on est un petit peu... C'est pas très tolérant ça quand même. Alors qu'est-ce que c'est que une expression sexiste, c'est par exemple, quand quelqu'un disait Madame le Président, c'est sexiste. Et au Canada, il y a eu des sanctions. C'est-à-dire que si vous ne donnez pas, au lieu d'employer le terme de la langue française tout court, vous commencez à ne pas rentrer dans les diktats de ces féministes anglo-saxonnes, à l'anglo-saxonne, eh bien, il y a eu des sanctions. Donc, le fameux professeur en question a dit, attendez, c'est orwellien. C'est-à-dire qu'on vous fait rentrer dans des cases et de plus en plus punitives. Alors, par exemple, l'obligation maintenant, c'est de dire, si vous ne dites pas à chacun et chacune, les habitants et les habitantes, eh bien, vous allez à l'encontre des règles qui veulent supprimer les stéréotypes. Alors les stéréotypes sexistes, alors bon, on dit comme ça, bon, tout le monde est pour l'égalité, tout ce qu'on veut, etc. en général. Mais le but, c'est de changer les comportements. C'est-à-dire que quand vous dites les habitants de telle ville, au lieu de penser qu'il y a des habitants, ce sont des vieux, des jeunes, des enfants, etc., il faut tout dire, attends, il y a des hommes et des femmes. Donc on introduit une ségrégation alors qu'il y a 1000 divisions dans les habitants. Les jeunes, les vieux, les rouquins, les chauves. Donc on perd le niveau général. Et c'est là qu'on introduit... On perd le bien commun en fait là. On perd le bien commun. Ça y est, il y a déjà 2 biens communs. Voilà. Puis il y en aura 3, 4, 5, 10, voilà. 12, 20. Donc c'est la division. Une infinité de biens communs, puis il n'y en aura plus finalement de biens communs. Et on perd le niveau d'abstraction intellectuelle. C'est ce qui a été écrit dans la fameuse lettre, réponse de l'Académie française à la saisine de la Cour de cassation du 20 avril 2017, c'est qu'on perd le niveau du juge. C'est-à-dire que l'intelligence, elle est au niveau du genre par rapport à l'espèce. L'homme et la femme participent du genre, et donc le bien commun, c'est de considérer le genre dans sa globalité, hommes et femmes, pour que les deux convergent ou s'unissent pour le bien commun. Donc ça a l'air extrêmement gentil tout ça, mais les stéréotypes, quand vous prenez Molière c'est quelqu'un de fréquentable, si je peux dire, eh bien tout on peut dire, le théâtre de sexiste.
Parce qu'effectivement, il y a des femmes qui sont des femmes, il y a des hommes qui sont des Il va hommes. falloir l'interdire. Et il faut l'interdire. Mais c'est la logique. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait. Je vous rappelle que les classiques sont interdits. Et ils ont interdit, alors c'est pas dit ouvertement, mais ça s'appelle le désherbage des bibliothèques. C'est-à-dire que les classiques ne sont plus enseignés parce qu'ils ne rentrent pas dans la politique sexiste actuellement des féministes. Parce que le féminisme et l'écriture inclusive sont sexistes parce qu'elles imposent une vision sexuelle. Alors c'est du féminisme version anglo-saxonne et compatible avec l'ordre libéral et marchand, bien évidemment. Hein. Mais oui, parce qu'on est... pour bien comprendre, évidemment, c'est subtil, cette langue orwellienne, mais évidemment, ça paraît compliqué. Mais en fait, tout le monde le vit tous les jours. On voit très bien qu'on nous promet des choses qui se passent l'inverse. Quand on l'a promis, le fameux en même temps a conduit à l'augmentation des impôts au nom de la suppression. Tout le monde commence à comprendre que ça tourne pas rond. Bon. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, il y a le modèle anglo-saxon, comme vous citiez, c'est le meilleur des mondes. Pour comprendre le plan caché, l'agenda caché, c'est le meilleur des mondes dans lesquels c'est unisexe. Donc c'est Huxley, c'est ça? Oui, c'est Huxley. Il faut comprendre. La base, c'est Huxley. Et après, il faut dire... Donc avec une caste, les alphas tout en haut, Voilà. donc c'est les oligarques, hein, ils vivent très bien, etc. Et puis... Là, il y a les epsilon. Voilà. Et chacun son métier, chacun sa langue même, chacun chacun sa représentation du monde. C'est-à-dire que dans ce que j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas oublier que l'écriture inclusive dont nous parlons, c'est le writing, c'est le inclusive writing, qui dépend du gender language, mais qui a pour synonyme le neutral language. Il faut savoir que l'écriture inclusive en France, comme elles sont un peu matinées de français, les féministes à la française, elles essayent de montrer les sexes. Elle dit quand même qu'il y a les hommes et les femmes. Tandis qu'en Angleterre, enfin dans les pays anglo-saxons, l'écriture inclusive consiste à neutraliser. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sexe, c'est l'unisexe. Il n'y a plus de he ou she, c'est it, c'est ça? La tendance, il y a Z, vous pouvez regarder dans cet excellent livre que je vous ai cité, il donne les exemples, mais l'idée qu'il faut comprendre de base, le principe de base, c'est qu'il y a une certaine de résistance quand même en France, c'est que les femmes veulent apparaître comme femmes, tandis qu'à la limite, la meilleure manière de régler le problème, c'est de neutraliser tout. Ce qui est le but, la mode unisexe, c'est ça, quand vous promenez dans la rue, vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que c'est un homme, une femme? Alors, en principe, l'homme, il porte un blue jean avec des cheveux longs, et la femme, ça sera plutôt un blue jean avec des cheveux courts maintenant. Enfin, voyez, où il faut... Bon. Donc, on est dans ce système de guerre au genre humain, c'est qu'on ne veut plus que l'homme soit homme, la femme... La virilité, maintenant, c'est un mot qui ferait peur. Ah, c'est tabou, ça. Alors, Faut pas. Ça risquerait de faire des révolutions derrière. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'il y a une propagande, pendant qu'il y a la PMA, il y a une propagande à mort pour dire que l'homme est un prédateur. Les violences faites aux femmes, mais on ne parle pas des violences... C'est pas plutôt les banques qui sont les prédateurs sur les pauvres? Hommes et femmes mélangés, non, mais il faut avoir plusieurs idées à la fois. L'un n'empêche pas l'autre, si vous voulez. Bon, ce qui a été dit sur les saignées financières de tout temps, le prédateur financier a été une figure, j'allais dire cannibale, d'une certaine manière. Mais là, le sujet c'est de culpabiliser les femmes qui sont femmes. Hein. Donc les femmes doivent avoir un comportement masculin. Il faut discréditer la famille. Vous remarquerez que les féministes ne parlent jamais de la famille, ne valorisent jamais la mère de famille. La mère de famille, c'est une trois petits points, c'est une idiote. D'ailleurs, on dit la femme intelligente, il faut qu'elle aille travailler comme une esclave. Une femme qui s'occupe, qui a des activités qui ne sont pas mercenaires, si je peux dire, c'est forcément une idiote. Donc, jamais vous l'entendrez une féministe... Si elle n'est pas exploitée. En fait, parce que ces féministes, c'est des bourgeoises avant tout. C'est-à-dire qu'elles peuvent choisir. C'est pas ces caissières de supermarché qu'elles vont faire. Oui, mais ces journalistes. Ce sont des dévoyés. J'allais dire, ce sont des dévoyés. C'est-à-dire, ce ne sont pas de véritables femmes. Alors, il y a toutes sortes de femmes. Mais la femme, c'est une femme qui est liée à la famille, qui est liée aux enfants, qui est liée à la continuité. C'est-à-dire que les féministes, il y a une chose quand même qui est assez étonnante, c'est que, enfin bon, n'en parlons pas, ça sera un autre sujet, mais ce qui est très frappant, c'est la haine de l'homme, de ces féministes, on les voit. D'ailleurs, elle n'est pas sortant, on ne dit jamais que les hommes sont des protecteurs, des hommes peuvent être charmants, des hommes peuvent aider, bon. Le génocide sémantique, c'est que vous avez ça donne ça. Il faut supprimer le mot mademoiselle, ce qui montre que le féminisme... Attendez, on va monter juste un tout petit peu, voilà. Ce qui montre que le féminisme... Et là, c'est l'illustration, la preuve que je vous apporte est anti-féminin, anti-femme, c'est la destruction de la femme, c'est qu'il faut supprimer le mot mademoiselle. Or, le mot mademoiselle, rien n'est plus féminin. Moi, si on m'appelait damoiseau, je serais ravi. Hein.
Mais ça vient, en fait, ça vient de l'ancien français, damoiseau, damoiselle. Mais oui, damoiseau, damoiselle. On a gardé mademoiselle, on n'a pas gardé mon demoiseau. Oui, mais c'est ça, c'est montre qu'il y a une féminisation effrénée, puisque les hommes ont perdu leur qualité de damoiseau. Alors, il y a quand même une chose que je voulais vous dire qui est importante, éliminer toutes, vous vous rendez compte, ça rappelle des temps, on me dit, éliminer toutes les expressions, parce que quand on élimine le mot, on élimine la chose. Vous avez un texte célèbre de Sieyès qui disait qu'il fallait retrancher les corps privilégiés de la nation. Et ça a donné la guillotine. C'est cette idée que on supprime le mot, et après... Pour supprimer l'homme derrière. Supprimer derrière, c'est ça. Derrière, vous pensez, ça c'est des directives européennes, hein, c'est des retranscriptions. Là, je trouve que c'est... Oui, mais c'est tout ça... Vous pensez que derrière, qu'il y a un projet aussi... c'est le projet du meilleur des mondes. Ah oui, d'accord. Donc on élimine déjà les mots avant d'éliminer les hommes. Une fois que vous avez les mots, les gens rentrent dans les cases des mots, c'est normal. Bon, et c'est ce qui perturbe tout le monde. Mais là, je reprends cette idée d'élimination que personne ne dénonce, c'est que éliminer toutes les expressions telles que chef de famille. Ah, donc, ce qu'on supprime, c'est la famille en passant. Bon. Nous avions tout à l'heure une charmante... Alors, qui sait s'il n'y a plus de chef de famille, de responsable de famille, c'est l'État qui est responsable de la famille? Bien entendu, vous prenez le marché. Les procès aux affaires... Est-ce que c'est pas le marché qui est responsable de l'État, de la famille? Le marché, il régule les esclaves. Bon, ben, il y a le marché aux esclaves d'ailleurs. Avant, il y avait le marché aux esclaves, maintenant il y a le marché du travail. Cherchez l'erreur. Bon, et donc cette idée, c'est qu'avant, il y avait une structure de familiale, et vous savez très bien que, comme l'a dit cette charmante personne tout à l'heure, la femme joue avec l'autorité de l'homme, etc. Mais il y avait, en dernier recours, vis-à-vis de l'extérieur, il y avait quand même un chef. Maintenant qu'il n'y a plus le chef de famille, vous avez des préposés qui n'ont rien à faire de ce qui se passe, qui décident en 2 minutes du sort de la famille. Du placement des enfants. Placement, c'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, maintenant, je le sais par la gendarmerie, dès qu'il y a un problème dans un couple, c'est ce que soit commun, on exfiltre, on va exfiltrer l'homme, non. De toute façon, l'enfant est exfiltré et donné à des inconnus. Donc cette idée absurde que avec quand même tous les scandales pédosatanistes derrière, etc. L'absurdité actuellement, c'est que ça a l'air gentil. On dit attendez, c'est l'égalité, mais en fait c'est plus l'égalité. C'est vous avez un tyran extérieur aux ordres de l'État, aux ordres de l'idéologie dominante. Donc on estime à de réseaux plus ou moins occultes. C'est la suppression de la famille qui est visée, évidemment. Mademoiselle doit être supprimée, nom de jeune fille doit être supprimé, le nom de jeune fille, nom patronymique doit être supprimé, nom d'épouse et d'époux, et bon père de famille. C'est-à-dire qu'il ne faut plus de bon père de famille. Alors après, on s'étonne. Donc là, vous avez un projet totalitaire absolument effrayant, et c'est la destruction de toute société. Alors après, on vous dit, il y a des pertes de repères. Mais ces repères, ils sont organisés, voulus. Ça s'appelle la stratégie du chaos. Quand vous voulez changer la reine d'une ruche, vous secouez la ruche. Et donc, ils nous secouent en permanence. C'est le diviser pour régner bien connu des Romains. Et nous arrivons à la guerre faite au genre humain. Je dirais que c'est un crime contre l'humanité. C'est-à-dire qu'ils sont en train de nier la nature. Et quand vous niez la nature, vous êtes dans le système totalitaire que je vous indiquais. Auparavant, jusqu'à le passage du réalisme, c'était la nature qui faisait les rôles. Il fallait rentrer, on est dans une nature, qu'on essaie d'assumer plus ou moins bien. Et maintenant, c'est la construction. C'est-à-dire qu'ils disent que c'était construit. Non, c'est eux qui veulent construire une société contre nature, à tous les sens du terme. Contre les lois naturelles. Contre les lois naturelles, évidentes. Au profit du marché, au profit de la marchandisation. Et je vous rappelle que les droits de l'homme prétendaient s'inspirer des droits naturels. Or, en fait, au bout de la course, on promet de s'inspirer. Et maintenant, c'est la destruction totale de la nature. Et donc, les hommes ne peuvent plus être hommes, les femmes, et tout le monde est mal dans sa peau. Voilà. Alors, vous dites des droits de l'homme et du citoyen. Oui. Alors, les hommes, c'est pas pour tout le monde. Alors, les citoyens, c'est la grande majorité des contribuables. Et il y en a certains, c'est des hommes. Voilà. Alors, donc, c'est pour ça que vous avez un malheur généralisé. Tout le monde est mal dans sa peau parce qu'il n'y a plus de repères, il n'y a plus de modèle dominant. Il y a plus de modèle, maintenant il y a un modèle dominant, il n'y a plus de modèle naturel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne rentrent pas dans les boîtes, mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un modèle global, commun, et ceux qui ne rentrent pas dans les boîtes, il faut que ça se passe le mieux possible. Parce que maintenant c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on veut faire la loi générale à partir des exceptions. Il y a autant d'exceptions que de personnes, et donc à ce moment-là, vous n'avez plus d'âme commune, de biens communs, de convictions communes. C'est la guerre de tous contre tous. Donc tout le monde se retrouve consommateur, abéti et dépressif. Voilà. Et surendetté. Qu'est-ce que ça vous fait quand il y a l'ADA, l'Assemblée des Assemblées de Saint-Nazaire? Application. C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est de faire une lecture littérale des choses.
quand on lit. Alors là, vous aviez deux choses. Vous avez le bilan de la deuxième assemblée, des assemblées Maison du Peuple de Saint-Nazaire. Je prends que le début. Je suis quand même, j'allais dire choqué, je me pose des questions en voyant qu'effectivement, c'est l'intrusion de l'écriture inclusive. De la langue de l'ennemi, en fait, dans les rapports de l'ADA. C'est-à-dire que le but des Gilets jaunes, c'est de retrouver le bien commun, de retrouver un langage commun, une loi commune, un intérêt commun, et de ne pas provoquer les divisions, bien entendu. Or, quand je lis le début, nous étions environ 800 Gilets jaunes aux quatre coins de la France, réunis I.E.S. Alors, quand je me demande ce que ça veut dire, d'abord, l'écriture inclusive qui oblige, je vous le rappelle, à toujours multiplier chacun et chacune, et compagnie, mettre toujours détruire le masculin générique, donc le supprimer, mais toujours faire une ségrégation entre les deux. On ne peut comprendre cette expression que si on sait que la véritable français, c'est de dire réunis, il fallait dire réunis, nous étions tous réunis, yes. Donc c'est le bien commun, on est tous réunis, on est réunis, les pauvres, les riches, etc. Bon. Mais là, en divisant, on a réuni I, c'est le singulier masculin, on met un point, on met E, donc on dit qu'il y avait des femmes, et puis on met un S pour dire qu'on était en commun. Mais normalement, on se demande qu'est-ce qui était réuni. Bon, aux quatre coins de la France, nous étions 800 réunis, mais pourquoi est-ce qu'il y a gilet jaune? Gilet jaune, c'est masculin. Masculin générique. Vous voudriez gilette jaune Donc aussi. il fallait mettre, nous étions 800 gilets, voilà. Pour que ça soit rigoureux, il fallait mettre 800 gilets et gilettes jaunes, bon, qui étaient réunis. IES, en fait, en français, on dit les gilets jaunes parce que c'est générique. Il n'y a pas. Les gilets jaunes, c'est un terme commun. C'est le masculin générique, certes, mais ça comprend les hommes, les femmes, etc. Et si on supprime ce qui rend la langue française si précise, c'est de savoir qu'on est au niveau personnel ou général, à ce moment-là, on détruit, c'est ce que m'a dit une libraire, je lui parlais de ces questions, elle m'a dit, mais attendez, on réduit la force de la langue, parce que là on a fait mieux, on met des points, donc on culbute à chaque moment. Elle a dit, j'ai dit, écoutez, voulez-vous que je vous cite pour dire que ça réduit? Elle me dit non, parce que ma librairie va être cassée sinon. Vous voyez, enfin, ça c'est la gentillesse féministe. Mais monsieur Pinsky, c'est pas très écologique quand même l'écriture inclusive, parce que ça doit rajouter des points, des E, S, tout ça là partout. Ça doit bien rajouter 10 ou 15% de papier en plus. C'est pas bon pour la planète. C'est surtout pas bon pour le cerveau, parce que là, déjà on a des problèmes d'alphabet, ça détruit l'école, et on voit très bien la haine de la langue, la haine de l'éducation, la haine de la littérature. Je vais vous dire qu'il y a une chose, vous prenez par exemple deux cas. Vous prenez Adja Adbar, qui était membre du FLN, qui était à l'académie, bon, qui donc avait un rapport pas forcément très familier avec le français. Elle a dit que c'est la langue française qui l'avait libérée. C'est-à-dire que la langue française est une langue de l'universalité, elle est libératrice. Et je prends Simone Veil. Simone Veil disait « je suis un intellectuel ». Parce qu'elle sait très bien que le masculin générique, ce qu'on appelle le masculin, on pourrait l'appeler autrement, mais ça ne changera rien, c'est ce qui donne de la force. Et vous aurez toujours la présidente qui sera au-dessous du président qui a créé le modèle. Donc il faut garder le masculin générique dans l'intérêt de tous. Et je dirais aussi une chose, c'est qu'il n'y a pas de genre masculin. C'est-à-dire quand on parle de l'homme, on ne sait pas si c'est l'homme en général ou l'homme en particulier. Tandis que la femme, elle est totalement inclusive, parce que quand il y a le féminin, on sait qu'on parle d'une femme. Donc celui qui est privilégié, c'est le genre féminin. Le pauvre genre masculin, il est au service du bien commun quand il est générique, et il est pour son compte personnel quand on précise que c'est un homme particulier. Donc on a bien l'inversion totale, c'est-à-dire que l'écriture inclusive, c'est l'ennemi de la nature, c'est l'ennemi de la femme, parce que jamais on nous parle du modèle féminin, jamais on vous parle d'amour, jamais on parle de la famille, jamais on vous parle de ces qualités spécifiques de l'homme et de la femme, jamais on ne s'intéresse à leur réunion. Donc ne nous étonnons pas que ça marche si mal actuellement entre les hommes et les femmes, parce que l'écriture inclusive engendre, provoque et se délecte de la guerre des sexes, parce que derrière il y a une haine du genre humain, il y a une haine de l'amour qui est très caractéristique, et je ne citerai pas certains auteurs que je pourrais vous citer. Mais alors, utiliser l'écriture inclusive, est-ce que c'est utiliser le langage de l'ennemi, et est-ce que c'est collaborer consciemment, on n'espère pas, ou inconsciemment par bêtise avec l'ennemi? Écoutez, le modèle est donné par Emmanuel Macron. Macron parle le langage de l'ennemi. Donc l'ennemi, c'est celui qui parle le langage de l'ennemi. La langue inclusive, c'est le langage de l'ennemi parce qu'il détruit notre langue qui a la primauté internationale. Je vous rappelle que derrière, c'est l'anglais qui se profile parce que derrière l'écriture inclusive, il y a l'obligation de parler anglais.
Parce que s'il y a l'écriture inclusive, c'est plus la peine de parler français. Donc c'est bien le langage de l'ennemi, et toute personne, alors qui peut être naïve, qui peut être ce qu'on appelait à une époque les idiots utiles, ceux qui parlent, qui utilisent l'écriture inclusive, je pense à la mairie de Paris, ce sont soit des idiots utiles, soit ce sont les ennemis, ou du moins ceux qui sont les mercenaires au service de l'ennemi, qui favorisent leur élection d'ailleurs. Ce sont des ferments de division, Oui, de discrimination sexuelle. De haine, de discrimination, puisque vous incitez les hommes à être d'un côté, les femmes de l'autre. Donc Mais ça n'existe pas sur les ronds-points, on est tous ensemble. Ben voilà. On ne fait pas de discrimination, de division homme-femme. Donc, excluez l'écriture inclusive des communiqués. Eh bien, monsieur Lipinski, on va essayer de réarmer l'intelligence. Voilà, il faut réarmer l'intelligence. Voilà. Réarmer la langue. Voilà. Monsieur Lipinski, on va finir par un petit mort à la dette, à bas l'usure. Vive le bien commun. Vive les femmes aussi. Vive les hommes. Vive les femmes libres. Vive les hommes libres. Et puis, montez des équipes. À très bientôt, les amis. On ne lâche rien.